No, I'm not surprised by the outcome. But first, a major victory for Governor Newsom and Democrats after the U.S. Supreme Court officially allowed California's new Prop 50 congressional maps to move forward in the upcoming midterm elections. It comes after state Republicans and the Trump administration tried to block the maps from taking effect. Thanks for joining us tonight for Fox 40 News at 6. I'm Nikki Lorenzo. And I'm Eric Harriman. Fox 40 Capitol reporter Eitan Wallace has reaction tonight from the state capitol. Il arrive parfois que des décisions courantes aient des effets qui bouleversent les attentes institutionnelles. Non pas en raison du contenu explicite de l'acte, mais en raison du signal qu'il envoie sur le fonctionnement du système à ce moment précis. À la fin du mois de janvier 2026, à Washington, une décision discrète de la Cour suprême des États-Unis a commencé à circuler parmi les conseillers juridiques et les dirigeants politiques comme étant plus qu'une simple décision procédurale. Sans lecture prolongée en séance plénière, sans vote dissident enregistré et sans aucun signe de division interne, la Cour a rejeté la demande présentée par les parlementaires républicains et le ministère de la Justice visant à suspendre le nouveau découpage électoral approuvé en Californie. Formellement, il s'agissait simplement d'un refus. Sur le plan institutionnel, cependant, ce geste indiquait que ce découpage électoral resterait valable pour le prochain cycle législatif, mettant fin à un litige qui était considéré comme stratégique pour 2026. Ce qui a rendu cet épisode inhabituel, ce n'est pas l'existence de la décision en soi, mais le contexte dans lequel elle s'est produite. L'affaire avait été montée comme une tentative de rouvrir le débat sur les limites de l'intervention fédérale dans les cartes électorales des États à la veille des élections de mi-mandat. Il était avancé que le redécoupage californien aurait été guidé par des critères partisans excessifs, potentiellement en conflit avec des principes fédéraux plus larges. Pourtant, aucun ministre n'a jugé nécessaire d'enregistrer son désaccord ou d'émettre une réserve publique, dans une cour souvent observée pour ses divisions explicites sur les questions électorales. La décision a pris une importance supplémentaire car elle n'était pas isolée. Quelques mois auparavant, la Cour suprême elle-même avait fait preuve de prudence à l'égard des interventions directes dans les processus de redécoupage électoral en autorisant la mise en œuvre provisoire d'une carte contestée au Texas. Dans ce jugement, les ministres Zebra Mutotis avaient reconnu que les litiges de ce type impliquaient des choix politiques complexes et que le calendrier électoral imposait des limites pratiques à l'action judiciaire. En mentionnant explicitement la Californie dans ce contexte antérieur, la Cour a fini par créer un cadre qui rendait difficile de justifier des traitements différents entre les États lorsque des affaires similaires lui étaient soumises. Lorsque la requête concernant la Californie a finalement été examinée, la Cour fonctionnait déjà selon cette logique préalablement établie. En rejetant l'affaire sans dissidence, les ministres ont signalé qu'ils n'avaient pas l'intention de rouvrir le débat sur le découpage des circonscriptions à ce stade du cycle électoral. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé au sein de l'institution à ce moment-là, car la décision a été interprétée comme un tournant décisif. À partir de là, la carte californienne a cessé d'être une variable incertaine et a été considérée comme une donnée fixe dans les projections relatives à la composition de la Chambre des représentants. Cet effet immédiat a eu des implications pratiques évidentes. 5 circonscriptions, considérées comme décisives, sont restées intactes, modifiant les calculs stratégiques des campagnes, des comités nationaux et des dirigeants des partis. Contrairement à d'autres élections récentes, dont le résultat final ne s'était stabilisé qu'à la veille du scrutin, la clôture précoce de ce scrutin judiciaire a donné un sentiment inhabituel de définition anticipée. Dans un environnement politique marqué par des litiges prolongés et des décisions fragmentées, la clarté soudaine apportée par un simple rejet a attiré l'attention. Dans le même temps, la réaction modérée à la décision a renforcé l'impression que la Cour suprême cherchait à éviter de jouer un rôle central dans la réorganisation directe du paysage électoral en 2026. Il n'y a eu ni discours expansif, ni avertissement institutionnel, ni signes annonciateurs de révision future. Il n'y a eu qu'un refus d'aller de l'avant. Pour les analystes, ce choix suggérait qu'à ce stade du calendrier, la Cour préférait préserver la stabilité procédurale plutôt que de s'engager dans des litiges qui pourraient avoir des répercussions politiques imprévisibles. C'est dans ce type de situation que les décisions apparemment techniques sont observées avec plus d'attention. Non pas pour ce qu'elles affirment explicitement, mais pour ce qu'elles délimitent. Le rejet de l'affaire californienne n'a pas résolu le débat sur le redécoupage électoral aux États-Unis. Mais il a indiqué où, temporairement, la Cour suprême fixait ses propres limites. Suivre ce type de signal
aide à comprendre comment le système réagit lorsque différentes pressions institutionnelles convergent vers un même point. Et c'est pourquoi il vaut la peine de continuer à observer attentivement ces mouvements au fil du temps. À partir de ce moment, l'effet de la décision concernant la Californie a commencé à se manifester plus largement dans l'environnement institutionnel, influençant l'interprétation des litiges en cours dans d'autres États et réorientant les attentes juridiques. Le rejet de la Cour suprême a commencé à être utilisé comme référence indirecte par les avocats, les conseillers législatifs et les analystes électoraux, pour évaluer quel front de litige aurait encore le potentiel d'avoir un impact avant les élections de 2026. Il ne s'agissait pas d'un précédent formel au sens classique du terme, mais d'un signal opérationnel sur le degré de disposition de la Cour à intervenir à ce moment précis du cycle politique. C'est dans ce contexte que les actions en cours au Texas, en Utah, à New York et dans le Wisconsin ont été réinterprétées dans le même cadre temporel. Au Texas, où un redécoupage controversé avait été provisoirement autorisé quelques mois auparavant, l'espoir d'un revirement judiciaire immédiat s'est progressivement évanoui. L'opinion dominante était désormais que la Cour avait adopté une position de retenue, permettant aux cartes contestées de produire leurs effets pendant que le débat juridique suivait son cours dans les instances inférieures. Cette interprétation s'est renforcée à mesure que les nouvelles demandes d'intervention d'urgence cessaient d'avancer. Dans l'Utah, le litige a pris une dimension institutionnelle supplémentaire. Après les décisions de la Cour suprême de l'État qui ont annulé les modifications législatives précédentes, les républicains ont commencé à discuter publiquement de changements dans la composition de la Cour locale elle-même, tout en explorant la possibilité de porter la controverse devant le système fédéral. Néanmoins, les procédures nécessaires pour saisir la Cour suprême des États-Unis se sont avérées longues et peu compatibles avec le calendrier électoral immédiat. La convergence entre ces obstacles procéduraux et la position récemment signalée par la Cour fédérale a réduit, dans la pratique, l'espoir d'une intervention ayant des effets directs pour 2026. Une situation similaire a été observée à New York, où les contestations de la nouvelle carte s'appuient principalement sur des fondements de droit étatique. Malgré les manifestations publiques de mécontentement de la part des dirigeants républicains, les experts ont souligné que le transfert de ces litiges au niveau fédéral se heurterait à des obstacles importants. Il en a résulté un déplacement de l'attention, passant de la tentative de renversement immédiat des cartes à des stratégies à moyen terme, anticipant déjà les cycles électoraux ultérieurs. Le Wisconsin, quant à lui, a continué d'être considéré comme l'un des principaux points d'attention, en raison de son histoire récente de disputes intenses sur le redécoupage électoral. Cependant, même là, l'opinion dominante a commencé à considérer que toute décision ayant un impact structurel dépendrait de délais incompatibles avec l'organisation des élections de mi-mandat. À partir de là, il est devenu évident que la variable temporelle était devenue aussi importante que les arguments juridiques présentés. Ce contexte a renforcé l'importance d'un autre débat qui se développait en parallèle, la possible révision de la section 2 de la loi sur les droits de vote. Contrairement aux disputes ponctuelles sur des cartes spécifiques, cette question a des implications systémiques profondes, affectant directement les critères utilisés depuis des décennies pour la création de circonscriptions favorables aux minorités. Dans les coulisses juridiques, l'évaluation est désormais que la Cour suprême pourrait choisir de concentrer son énergie institutionnelle sur ce type de décision structurelle, tout en évitant les interférences fragmentées dans les cartes électorales individuelles des États. Dans le même temps, les données provenant d'élections spéciales et d'élections hors cycle ont commencé à introduire un élément supplémentaire d'incertitude. Des fluctuations de vote plus importantes que prévues dans des circonscriptions récemment redessinées ont soulevé des doutes quant à l'efficacité politique des stratégies agressives de gerrymandering. Dans certains cas, des marges considérées comme sûres ont commencé à être perçues comme vulnérables, à mesure que des facteurs nationaux et des changements dans le comportement de l'électorat prenaient le pas sur le tracé officiel des circonscriptions. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le débat institutionnel s'est déplacé de la conception des cartes elles-mêmes vers l'interaction entre les décisions judiciaires, la dynamique électorale et la légitimité institutionnelle. Il ne s'agit pas seulement de savoir où les lignes sont tracées, mais aussi comment le système réagit lorsque ces lignes ne produisent plus les effets politiques escomptés. Dans ce contexte, suivre les analyses qui relient les décisions judiciaires, les précédents historiques et les données électorales devient un moyen de comprendre la logique plus profonde du processus, sans recourir à des conclusions anticipées ou à des interprétations simplifiées. Avec la stabilisation temporaire des cartes électorales et l'approche du prochain cycle électoral,
le débat institutionnel s'est détourné des décisions déjà consolidées pour se concentrer sur les interprétations concurrentes de ce qu'elles indiquent au sujet du fonctionnement du système. Les documents et analyses disponibles indiquent que, pour une partie des juristes, la position récente de la Cour suprême reflète une stratégie délibérée de retenue, visant à minimiser le risque que la Cour soit perçue comme un acteur actif dans la définition des résultats électoraux. Selon cette interprétation, le choix de ne pas intervenir ne représente pas une adhésion substantielle aux cartes approuvées, mais un choix conscient de restreindre l'action judiciaire dans un contexte de grande sensibilité politique. Il existe cependant d'autres interprétations qui mettent l'accent sur des effets pratiques différents. Pour certains analystes, en permettant que des cartes contestées produisent des effets sans révision immédiate, le tribunal finit, même de manière indirecte, par conférer une légitimité à des arrangements partisans conçus de manière agressive. Cette lecture suggère que la ligne qui sépare la retenue institutionnelle de la validation implicite est étroite, en particulier lorsque les décisions procédurales ont des conséquences électorales mesurables. Dans cette perspective, le débat se déplace de l'intention des ministres vers l'impact concret résultant de leur choix. Un autre axe d'analyse pertinent concerne le facteur temporel. Les experts observent que le calendrier électoral joue désormais un rôle décisif dans l'action judiciaire, fonctionnant comme un filtre pratique pour la sélection des affaires qui avancent. À mesure que les délais administratifs et les exigences logistiques approchent, la marge de manœuvre pour les décisions ayant un effet immédiat se réduit considérablement, quelle que soit la force des arguments juridiques présentés. Cette dynamique renforce l'impression que certaines controverses ont tendance à être reportées à des cycles futurs, sans que cela implique une résolution définitive du fond. Dans ce contexte, la réévaluation éventuelle de la section 2 de la loi sur les droits de vote reste le principal point d'attention systémique. Contrairement aux controverses ponctuelles au niveau des États, ce débat a des implications structurelles susceptibles de redéfinir les paramètres du redécoupage électoral sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, il n'y a pas de consensus sur la portée temporelle d'une éventuelle décision, ni sur la possibilité que ces effets se répercutent sur le cycle électoral de 2026. Cette incertitude maintient l'environnement juridique dans un état d'attente contrôlée. Les analystes soulignent également que l'interaction entre les décisions judiciaires et le comportement de l'électorat introduit des variables difficiles à anticiper. Les résultats récents des élections spéciales indiquent que des facteurs d'ordre national, tels que l'évaluation des performances du gouvernement et les questions économiques, peuvent l'emporter sur la conception formelle des circonscriptions. Si cette tendance se confirme, les cartes conçues pour maximiser les avantages partisans pourraient présenter des rendements décroissants, déplaçant l'attention stratégique des tribunaux vers les campagnes et transférant le rôle principal de l'exécutif vers l'électorat. Le débat institutionnel reste donc ouvert. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si la position actuelle de la Cour suprême correspond à une phase transitoire ou à un repositionnement plus durable face aux litiges électoraux. Il reste également incertain comment les tribunaux inférieurs, les législatures des États et les acteurs politiques réagiront à ce scénario d'incertitude calibrée. On observe un système en constante adaptation dans lequel l'absence de décision peut être aussi importante que des déclarations explicites, et où les résultats finaux dépendront de choix qui n'ont pas encore été faits. Suivre ces mouvements de manière continue permet de comprendre comment la démocratie américaine teste ses propres limites, non pas par des ruptures soudaines, mais par des ajustements progressifs qui se poursuivent.